Donc, je suis Vincent Huet, je suis directeur général d'un groupement économique et solidaire, comme ça a été dit, qui s'appelle Myriade, l'acronyme signifiant Mouvement interassociatif pour la recherche et l'innovation des acteurs du domicile. En fait, c'est une aventure qui remonte à 2011. Fin 2011, l'association dont j'étais le directeur, l'association AMFD Métropole Nord-Est, venait d'enchaîner en fait 13 exercices déficitaires de suite et manifestement avait eu un peu de mal à voir les mutations qui s'opéraient dans le secteur du médico-social en général et dans celui de l'aide et de l'accompagnement à domicile en particulier. Voilà, donc avec le conseil d'administration, quand j'ai rejoint l'association, nous avons fait le choix de conduire un large plan de modernisation adossé à un diagnostic à la fois territorial et organisationnel. Et très vite, nous avons voulu mettre dans la boucle en fait les parties prenantes, au premier rang desquelles le département, la CAF, l'État, la région et surtout les autres acteurs du territoire. En fait, l'idée était d'avoir le plus grand nombre d'acteurs de l'écosystème. Très vite, nous avons vu qu'effectivement, face à des structures effectivement nombreuses, je crois qu'il y a près de 300 SAD sur le département. C'est ça, vous? Combien? 237 d'après la police, 300 d'après les organisateurs, mais voilà. Donc c'est énorme. Des structures très anciennes, des structures récentes, du privé lucratif, de l'associatif pur, voilà, du municipal ou parapublic. Et très vite, nous avons identifié qu'en fait, la quasi-totalité de ces SAD avaient sensiblement le même panier de services. Accompagnement à domicile, personnes âgées, un peu de personnes en situation de handicap, beaucoup de confort, un peu effectivement de tâches ménagères. Et parallèlement à ça, nous avons identifié des besoins énormes qui étaient peu ou très mal couverts. L'accompagnement d'enfants en situation de handicap. Ici, on focalise un peu l'accompagnement d'enfants présentant des troubles envahissants du développement, 0,0 opérateur. L'accueil en crèche d'enfants en situation de handicap. Aujourd'hui, effectivement, tout le monde dit le faire. Nous avons développé à Ouascal la première crèche de France pour enfants autistes, par exemple. Donc, ce n'est pas qu'une structure pour enfants autistes. C'est une structure de 24 berceaux, dont 6 sont fléchés exclusivement à l'accueil d'enfants et de leurs familles. Donc, enfants présentant des troubles envahissants du développement. Donc voilà, nous avons développé pas mal de réponses relativement innovantes autour de l'habitat inclusif, autour effectivement d'une forme, j'allais dire, non pas de désinstitutionnalisation, parce que le hors, les murs, le hors établissement, nous on a préféré parler de en, voilà. Donc en société, ensemble, voilà. Donc l'idée c'est vraiment de maintenir tant que possible les personnes dans une démarche d'inclusion sociale, leur permettre de s'ancrer ou de se réancrer dans un territoire, en substance vivre tout simplement, interagir avec l'environnement, les voisins, se créer du réseau, etc. Parce qu'on sait tous qu'effectivement la principale fragilité pour une personne en perte d'autonomie, c'est l'absence de réseau primaire. Voilà, c'est l'isolement. Donc, ce faisant, notre association, effectivement, a su se moderniser, a su diversifier son panier de services, qui est aujourd'hui organisé autour de 4 pôles, la petite enfance, la famille, l'autonomie et l'inclusion par l'habitat. Une particularité, 99,9% de nos bénéficiaires sont des personnes jugées comme étant fragiles et vulnérables. Et à ce titre, nous ne communiquons quasiment pas parce que ces personnes nous sont orientées par des tiers. Donc soit effectivement des travailleurs sociaux du département, soit des juges quand il y a une mesure judiciaire, notamment sur les questions de protection de l'enfance, ou alors effectivement des tiers aidants, voilà, des membres de la famille ou les personnes elles-mêmes. Donc au niveau du pôle autonomie, je ne m'étalerai pas, effectivement on va retrouver une offre de services assez traditionnelle, si ce n'est que nous sommes un peu spécialisés sur les personnes avec troubles psychotiques. Voilà, donc nous accompagnons des personnes hors établissement, donc des personnes qui font le choix effectivement de ne pas vivre en structure médicalisée. Et justement, nous avons créé un pôle spécifique, le pôle inclusion sociale par l'habitat, en lien étroit avec le département qui porte cette thématique. Voilà, et d'ailleurs Madame Manarino était là tout à l'heure, elle le disait, hein, il y a une 50aine de sites d'habitat inclusif sur le département. Nous sommes de près ou de loin concernés par 8 de ces sites, et ça représente 135 places d'hébergement. Donc nous accompagnons des personnes qui effectivement n'ont pas le potentiel d'autonomie pour demeurer seules chez elles, mais qui émettent très clairement le souhait de ne pas aller en établissement. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler non plus là-dessus, étant donné l'heure avancée, on pourra en reparler si vous le souhaitez. Au niveau du pôle famille, là aussi c'est important. Sur le département du Nord,
je crois qu'il n'y a que 13 opérateurs, donc autorisés famille au sens propre du terme, c'est-à-dire intervention à domicile via des TISF ou autres, au titre de la PMI, de l'aide sociale à l'enfance, etc. Nous, ce que nous avons fait toujours avec l'accord du département, c'est que nous avons qualifié nos pratiques sur ce pôle en allant capter en fait dans les établissements médico-sociaux des professionnels qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir dans des services d'aide à domicile. Éducateurs spécialisés, aides-soignantes, infirmières, ergothérapeutes, voilà. Donc l'idée, c'était de faire monter en qualification nos équipes. Une fois que nous avons qualifié nos équipes, nous avons qualifié leurs pratiques et aujourd'hui, nous sommes en capacité d'intervenir sur des besoins très spécifiques. Je le disais tout à l'heure, nous avons une équipe mobile situation complexe qui accompagne en file active 65 enfants de la métropole lilloise, des enfants, enfin des mineurs, présentant des troubles envahissants du développement ou troubles apparentés. Donc voilà, ça ce sont des choses assez pointues. Et puis sur les crèches, je l'ai dit également. Donc fort, entre guillemets, de ce plan de modernisation, nous avons voulu, avec les équipes, donc administrateurs, bénévoles et professionnels, nous avons voulu élargir un petit peu le spectre, justement pour accompagner cette mutation dont je parlais tout à l'heure et qui nous traverse tous. Et nous avons fait le choix d'ancrer notre démarche sur la coopération au sens sociologique du terme, hein, c'est effectivement la coopération des acteurs. Je ne vais pas faire de sociologie des organisations aujourd'hui, mais il y a que deux solutions pour faire coopérer les gens. Soit vous les faites travailler par contingence, vous les mettez les uns à côté des autres, soit vous les faites travailler par congruence, c'est-à-dire donner du sens au projet. C'est ce choix-là que nous avons fait avec les équipes. Et donc, fort de cette démarche, nous avons réinterrogé notre projet associatif, nous avons transformé notre organisation et nous sommes allés tout simplement rencontrer les autres associations du territoire pour leur expliquer ce qui se jouait, leur faire part de notre petite expertise d'usage, en leur disant si vous souhaitez vivre l'aventure avec nous, c'est possible. Nous ne parlerons pas de fusion-absorption, parce qu'effectivement, ce n'est pas dans nos gènes. Et comme je dis souvent, un animal malade n'avale pas un animal mort, ça ne lui réussit pas. Donc l'idée, c'était plutôt de coopérer et de dire, voilà, vous avez votre légitimité, vous avez votre histoire, votre raison d'être, et nous pouvons ensemble, justement, enrichir notre patrimoine génétique en trouvant un espace, une plateforme, un véhicule qui nous permettent de coopérer et d'aller plus loin. Ce véhicule, c'est le GES. Donc le groupement économique et solidaire est inscrit dans la loi économie sociale et solidaire de 2014, la loi portée par Benoît Hamon. Et c'est une nouvelle forme juridique qui est assez souple, adaptable. Comme son nom l'indique, il y a une dimension économique, mais aussi solidaire. On aurait pu l'appeler GSE. Ça nous aurait davantage plu, mais c'est pas grave. Et donc, le GES, c'est quoi? Aujourd'hui, ce sont 3 associations de la métropole lilloise, 275 salariés, 5600 bénéficiaires sur la métropole. Et l'originalité, c'est que ces 3 associations ont transformé leur statut pour adhérer à la 4e association qui porte le GES. Le GES, bien évidemment, c'est de la mutualisation, des transferts de fonctions support, mais l'engagement qui a été pris par les conseils d'administration, c'est que ces rationalisations, ces optimisations ne devaient absolument pas se faire uniquement pour dégager de la marge économique. La totalité des économies réalisées, au centime près, et j'ai une demi-vice-présidente, je parle sous son contrôle, la totalité des marges ou des coûts évités sont réinjectés dans un 5e et dernier pôle, qui est notre pôle recherche et développement. Donc voilà, donc là, au moment où je vous parle, le GES a été créé fin 2017, après 2 ans d'accompagnement des 2 autres associations par l'association MFD, donc je vais les citer, l'association Azadom qui a son siège à Aubourdin et l'association AED qui elle a son siège à Quesnoy-sur-Dole. Donc nous avons pris le temps de nous apprivoiser, de nous connaître. Aujourd'hui, nous pouvons, là, fin 2019, faire un bilan. Nous avons réussi, entre guillemets, du fait de l'harmonisation de nos pratiques, de la rationalisation, de l'optimisation des territoires, j'entendais en parler. Voilà, donc nous avons essayé d'aller chercher, boucher tous ces petits trous dans la raquette. Et là, aujourd'hui, sur le plan économique, nous avons réussi à dégager 3,6% de marge qui ont été intégralement réinvestis sur de la recherche et du développement. Donc, quand je parle de recherche et développement, mais nous avons créé un poste de responsable qualité prévention. Nous venons de contractualiser avec la CARSAT sur un plan pluriannuel de qualité de vie au travail à hauteur de 450 000 euros. C'est pas neutre. Sur un budget de 7 millions d'euros, c'est important.
Voilà. Nous avons, par exemple, créé un service formation qui nous permet effectivement, mais je ne vais pas répéter ce qui a été dit, de répondre nous-mêmes à des besoins très spécifiques, donc à la fois effectivement en accompagnant des personnes tenues éloignées de l'emploi, donc autour des métiers effectivement de premier niveau type ADVF, et ensuite avec un parcours de formation qui peut les amener à briller d'autres types de formations, AES, aide-soignante, etc. Donc voilà, je ne m'étalerai pas davantage étant donné l'heure. En tout cas, effectivement, le GES, il faut savoir qu'effectivement, il y en a relativement peu sur la région des Hauts-de-France, je crois qu'il doit y en avoir 6 ou 7. C'est une formule relativement souple et adaptable. Ce qu'il faut savoir, je vous le dis pour conclure, c'est que sur le plan juridique, n'importe quel membre d'un GES peut transférer vers le GES un droit, une autorisation ou une obligation. Et à partir du moment où ce transfert se fait avec un acte juridique, l'ensemble des membres du groupe peuvent en jouir. Donc voilà, au moment où je vous parle, nous avons eu la possibilité de rencontrer le président du département, ainsi que trois directions et la DGS également qui était là, la DGSOL, pardon, et nous sommes en train de réfléchir à ça, à savoir qu'effectivement, nous pourrions transférer vers le GES certaines autorisations d'exercice qui permettraient à l'ensemble des membres d'en jouir, et donc à terme, ça nous permettrait d'essaimer, de parangonner voilà, à l'échelle de la MEL l'ensemble du panier de services pour effectivement avoir une offre d'accompagnement et de maintien à domicile qui soit optimisée sur tous les territoires, y compris sur les zones blanches. Voilà, je vous remercie. Alors, est-ce que vous avez une question sur le GES éventuellement, n'hésitez pas évidemment sur ce groupement. C'est quoi la condition pour que ça fonctionne bien entre les différents partenaires? Il ne faut pas avoir de rapport pathologique au pouvoir. Le pouvoir est une drogue dure. J'ai la chance d'avoir 4 présidentes, je le dis en toute sincérité, hein, Madame Macquart qui est là le sait. Chaque association a gardé son conseil d'administration. Les 3 présidentes sont vice-présidentes de droit dans le conseil d'administration du GES, mais aucune des présidentes ou demain présidents ne peut être président du GES. C'est dans les statuts. Voilà. Donc ensuite, voilà, c'est effectivement une forme effectivement de lâcher prise. En fait, il faut juste se décentrer un petit peu en se disant qu'effectivement, l'intérêt supérieur, c'est non pas celui des personnes, non pas celui des structures, mais in fine celui des personnes que nous allons accompagner. Alors après, effectivement, nous essayons de travailler aussi sur une logique de travail associé bénévole salarié. Donc c'est une autre forme de gouvernance, une autre forme effectivement d'entrepreneuriat, voilà. Mais ça fonctionne. Voilà, entièrement ancré dans l'économie sociale et solidaire, ça se sent dans ses valeurs.